Bonjour à tous et merci infiniment pour l'invitation à faire cette petite conférence à la quatrième ISMAR. Donc, mon nom est Pierre Albaladejo, je suis chef de service en anesthésie-réanimation au CHU de Grenoble. Je vais parler en une vingtaine de minutes de situations cliniques dans lesquelles il faut gérer les anticoagulants oraux directs en chirurgie urgente. Alors, pour commencer, mes liens d'intérêt avec l'industrie. Donc voilà, le sujet est de savoir comment est-ce qu'on doit gérer les patients qu'on doit prendre en urgence pour un geste invasif urgent alors qu'ils sont traités par anticoagulants oraux directs, que ce soit le dabigatran, l'apixaban ou le rivaroxaban. Alors je ne sais pas si au Maroc vous avez l'édoxaban, mais ça concerne aussi cette situation. Il y a, pour aborder ces sujets-là, il y a deux questions à se poser devant ce cas. C'est est-ce que c'est réellement urgent à la seconde de prendre en charge ce patient-là au bloc opératoire? Et pour ça, la Société européenne de cardiologie a bien défini les types d'urgence de la façon suivante. C'est soit une urgence qui doit être prise en charge dans les minutes, ou dans les heures, ou dans les jours. Donc j'ai choisi à dessein trois situations. Donc, la première, c'est une urgence chirurgicale à prendre immédiatement, par exemple un hématome sous-dural ou extradural. Dans les heures, c'est la péritonite. Et enfin, dans les jours, c'est la fracture du col du fémur. D'ailleurs, on va passer un petit peu de temps sur un cas justement de fracture du col, puisque c'est une situation très fréquente. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que ces situations-là chirurgicales sont associées à un risque hémorragique, hein, et est-ce que le fait de prendre des anticoagulants modifie ce risque hémorragique? Alors, quand on regarde de façon macro les trois situations, on entend bien que la présence d'un anticoagulant pour prendre en charge un hématome sous-dural va poser clairement un problème. Que pour la péritonite, ce n'est pas très clair. Et pour la fracture du col, on va en parler. Comme vous le savez, la fracture du col doit être prise en charge rapidement après l'accident, puisque globalement, ce qui est clairement dit dans la littérature, c'est qu'au-delà de 36-48 heures, après la fracture, la morbimortalité augmente. Donc, deux questions. Un, est-ce que c'est vraiment urgent? Deux, est-ce que les anticoagulants vont avoir un impact sur le risque hémorragique de la chirurgie? Donc, finalement, quand le patient est traité par anticoagulant oral de type AOD, il y a trois situations possibles, trois stratégies possibles. Soit on retarde l'intervention parce que ça peut attendre, soit on dose l'anticoagulant parce qu'il y a une relative urgence à prendre ce patient-là rapidement et parce que le risque hémorragique est augmenté du fait de l'anticoagulant. Et si on doit doser qu'on est au-dessus du seuil, dont on va parler un petit peu plus tard, la question est-ce qu'il faut réverser l'action de l'anticoagulant? On va passer d'abord rapidement sur tous ces points-là. Alors d'abord, une situation qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que les anticoagulants oraux directs sont, contrairement aux antivitamines K, des médicaments qui ont une cinétique qui est extrêmement importante à prendre en compte. Alors, vous savez que les AOD sont proposés à deux types de doses. Une dose de thromboprophylaxie, c'est ce qu'on a l'habitude de voir en orthopédie, apixaban 2,5 mg x 2, rivaroxaban 10 mg, ou bien est-ce que ce sont des traitements à dose thérapeutique? Dose thérapeutique signifiant rivaroxaban 15 ou 20 mg, apixaban 5 mg x 2 ou dabigatran 150 mg x 2. Le deuxième point important à savoir sur la cinétique, c'est qu'on a défini artificiellement deux seuils. Je dis artificiellement parce que c'est sur la base de la demi-vie des médicaments, deux seuils au-dessous desquels il est considéré comme sans action anticoagulante. Les seuils de 30 nanogrammes par millilitre, en particulier pour les chirurgies à très haut risque hémorragique, comme la neurochirurgie par exemple, ou 50 nanogrammes par millilitre, qui est un seuil un petit peu plus élevé pour des chirurgies non neurochirurgicales. Le deuxième point, c'est au bout de combien de temps finalement dans une population on va avoir une probabilité que le seuil soit au-dessous de 30 nanogrammes par millilitre. Alors ça, c'est une étude de la professeure Anne Gaudier qui a montré que globalement, si on regarde la tranche de
25 à 48 heures après la dernière prise du médicament, vous n'avez que 64% des patients qui ont une concentration au-dessous de 30 nanogrammes par millilitre. Ça veut dire qu'il y a plus de 30% des patients pour lesquels il y a une concentration au-dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, sur la carte d'identité habituelle du patient, savoir quels sont ces patients. Alors ensuite, comment peut-on réverser? Donc, depuis plusieurs années, la question a été étudiée. Les premiers médicaments qui ont été proposés sont les les concentrés de complexes prothrombiniques, les PPSB à gauche, ou les PPSB activés à droite, qui sont finalement des médicaments qui sont utilisés quand on n'a pas d'antidote. Là, pour le moment, on va le voir, les Xaban, c'est-à-dire rivaroxaban, apixaban, ont un antidote qui s'appelle apixaban, mais qui n'est pas disponible actuellement. Il y a des études qui ont montré qu'administrer des concentrés de complexes protéiniques à la dose de 25 unités kilo, voire plus, auraient une action favorable sur le saignement lié aux anticoagulants oraux directs, que ce soit dabigatran, apixaban ou rivaroxaban. Le seul médicament AOD qui a un antidote, c'est le dabigatran. Et l'antidote, c'est l'idarucizumab, où en gros, c'est un MAB, c'est-à-dire un anticorps anti-dabigatran. Il est disponible, il est très efficace sur le plan biologique et sur le plan clinique. Le médicament dont on parle beaucoup, mais qui pose un certain nombre de problèmes et n'est pas disponible, ou s'il est disponible, il est très cher, c'est l'andexanet. Donc, c'est une sorte de facteur, de faux facteur 10 qui va en fait capter tout ce qui est Xaban, rivaroxaban, edoxaban, apixaban. Il est potentiellement intéressant pour aussi réverser une partie de l'activité anticoagulante de l'enoxaparine. Donc, comme je vous l'ai dit, ce médicament est très cher, il est peu disponible, et d'autre part, l'administration de ce médicament est associée à un risque thrombotique qui semble être franchement plus élevé que pour l'administration de l'idarucizumab, le Praxbind, l'antidote d'avant, ou l'administration de PPSB. Donc voilà, donc on a dit qu'on faisait des cas cliniques, donc on va faire un cas clinique. Vous avez Madame Y qui a 88 ans, qui se relève dans la nuit. Il est 2 heures du matin pour prendre son deuxième comprimé de zolpidem, parce qu'elle a oublié qu'elle avait pris le premier. Son pied gauche s'accroche sur un tapis perçant et elle tombe sur le côté gauche. Elle se fait une fracture de l'extrémité supérieure du fémur à gauche. Et donc, elle arrive entre vos mains à 8 heures du matin. Vous apprenez qu'elle a une fibrillation atriale qui est traitée par apixaban 2,5 mg. Et il se trouve que dans l'organisation du bloc opératoire, vous avez un créneau opératoire à 20 heures le même jour, soit 24 heures après la dernière prise d'apixaban. Donc, on va faire le même raisonnement. 1, est-ce que c'est urgent? 2, est-ce qu'il y a un risque hémorragique supplémentaire du fait du traitement par apixaban? Donc, à la première question, comme on l'a déjà dit, il y a une urgence relative à prendre ces patients en charge parce qu'au-delà de la 48e heure, on a une augmentation de la morbimortalité chez cette population de patients. Est-ce que ça saigne? On n'a pas beaucoup d'expérience, mais je vais vous montrer une expérience australienne. Donc, dans cette étude, ce sont des patients qui ont une fracture du col et qui ont été pris en charge à différents moments après la dernière administration, absorption du médicament. Donc, chaque point correspond à un cas. Donc, vous avez par exemple un point ici au milieu qui est un patient qui a été opéré 2 jours et demi après la dernière prise d'un anticoagulant oral direct, que ce soit un des 3 disponibles, dabigatran, rivaroxaban ou apixaban. Vous avez à gauche le taux de transfusion de ces patients-là. À droite, vous avez le taux d'hémoglobine Ag1. Alors, la première remarque, c'est que quand vous regardez tous les points, il y a une dispersion énorme de ces points-là à tous les temps. Ça veut dire qu'il y a une vraie variabilité en termes de segments, de transfusion et d'anémie qui est liée à d'autres facteurs que la prise d'anticoagulants. Ça peut être la fonction rénale, ça peut être la chirurgie, ça peut être le type de prothèse. Lorsque vous regardez les courbes, donc là, cette fois-ci, non pas les points, mais les courbes, vous vous rendez compte qu'il y a un genou qui est aux alentours de 36 à 48 heures. Ce qui signifie que les patients opérés
dans les 24 heures qui suivent la dernière administration du médicament, il semble y avoir un plus haut taux de transfusion et un plus bas taux d'hémoglobine à J1 lorsque ces patients sont opérés aussitôt. Mais en revanche, la courbe montre que au-delà, on n'a pas plus de transfusion et une hémoglobine qui n'est pas plus faible que au-delà donc de 36 à 48 heures. Ça signifie quoi? Ça signifie que plutôt que de doser ou retarder au-delà de 5 jours ou 3 jours la chirurgie, il est raisonnable de les opérer rapidement dès lors que ce n'est pas dans les 24 heures qui suivent la dernière prise du médicament. Donc, la première chose que je dirais, c'est que fracture du col du fémur et AOD, il faut opérer vite. La question que vous allez me poser immédiatement, ouais, mais qu'est-ce que je fais comme anesthésie? Est-ce que je fais une anesthésie générale ou une rachianesthésie, par exemple? Donc, vous avez finalement décidé de l'opérer 36 heures après la dernière prise d'apixaban. Vous n'avez pas fait de dosage. Alors, le dosage, dans certains centres, on le fait systématiquement, mais globalement, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un dosage, on retarde la chirurgie. Donc, la question, c'est rachi ou AG. Alors, revenons au risque, finalement, de la rachianesthésie sous anticoagulant, c'est de se dire, bon, OK, est-ce qu'il y a un risque à ce que j'ai un accident si je pique le patient, soit pour une péri, soit pour une rachie, soit pour un bloc profond, considérant que le risque hémorragique du bloc profond est le même, globalement, que la péri ou la rachie. Alors, le risque d'hématome périmédulaire, on va en discuter. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, c'est bien évidemment de laisser un cathéter péridurale, un âge élevé, un sexe féminin, des traitements associés, dont les anticoagulants, des ponctions multiples, des pathologies de la colonne vertébrale et une dysfonction rénale. Or, la fracture du col, ce sont des situations qui se rencontrent principalement chez les femmes âgées, qui sont traitées par les anticoagulants, qui peuvent potentiellement avoir des ponctions multiples parce qu'elles ont une pathologie de la colonne vertébrale, et de toute manière, avec l'âge, elles vont avoir une réduction de la fonction rénale. Donc, on est dans une situation où on n'a pas envie d'aller faire une rachie sous anticoagulant. Après, je reprends l'étude de la professeure Anne Gaudier, qui a montré que si vous l'opérez, donc on a décidé de l'opérer à la 36e heure après la dernière prise, vous êtes donc dans la colonne du milieu, et donc je vous rappelle qu'il y a 36% des patients, donc là des patientes, pour lesquelles on risque d'avoir une concentration au-delà de 30 nanogrammes par millilitre. Donc, ma conclusion est que on va éviter de faire la rachianesthésie chez ces patients-là. Alors, juste un petit point sur les blocs profonds. Alors, c'est quoi la différence entre bloc superficiel et bloc profond? Globalement, c'est pouvoir comprimer ou pas. Et il y a des listes pour lesquelles, bon, ce n'est pas toujours très, très clair, des listes qui différencient un bloc superficiel d'un bloc profond. Le GIHP a proposé donc de gérer les ALR sous AOD de cette façon-là. Si vous avez la certitude que la concentration est à moins de 30 nanogrammes par millilitre, vous pouvez la faire. Vous pouvez faire le geste. Si en revanche, si vous avez une concentration au-delà de 30 ou la concentration n'est pas disponible, on est dans ce cas-là. À ce moment-là, on contre-indique l'administration, on contre-indique le geste de rachianesthésie ou de péri ou de bloc profond. Ou alors, si la patiente est traitée par dabigatran, mettre de l'idarusizumab, ce qui ne me paraît pas une excellente façon de faire. Cette patiente dont on parle, elle est sous apixaban, donc on n'a pas le choix. Le fait de passer des PPSP ne va pas antagoniser l'action des anticoagulants, ça va juste envoyer une sorte de grenade hémostatique qui peut ne pas avoir d'efficacité sur une ponction. Donc j'ouvre une autre parenthèse, si vous souhaitez absolument faire une rachianesthésie ou un geste neuraxial ou un bloc profond chez un patient traité par AOD, mais qui a une fonction rénale normale et qui n'a pas de dosage, à ce moment-là, il faut attendre 5 jours sans bridging, sans relais par un autre anticoagulant. Et dans ce cas de la fracture du col, ce n'est pas raisonnable d'attendre 5 jours. Donc ma conclusion, elle est fracture du col du fémur et anticoagulant oral direct, c'est opérer vite et sous anesthésie générale. J'ajoute que vous n'hésiterez pas à mettre 1 gramme d'acide tranexamique de façon à réduire le risque hémorragique et donc le taux de transfusion. Donc, ça, c'était la situation pour la fracture du col. Pour les autres situations
qu'on pourra discuter dans la discussion. Vous avez des propositions, des préconisations du GIHP qui se résument globalement de la façon suivante. Si vous avez un risque hémorragique très élevé, c'est le cas par exemple de l'hématome sous-dural, et que vous avez une concentration supérieure à 30 nanogrammes par millilitre ou inconnue, à ce moment-là, il faut réverser. Alors évidemment, pas de loco-régional. Il faut réverser avec quoi? Avec l'idarucizumab, si c'est du dabigatran, ou avec des concentrés de complexe prothrombinique à la dose de 25 unités kilo ou 50 unités kilo pour réaliser le geste. Donc ça, c'est les gestes à très haut risque hémorragique, c'est de la neurochir en pratique, pour lequel, à titre personnel, en fonction évidemment de la situation, je mettrais volontiers 50 unités kilo de PPSB, de concentré de complexe prothrombinique. Est-ce que je mettrais du FAIBA, c'est-à-dire du PPSB activé? La réponse est probablement non, parce qu'on a zéro preuve depuis le temps de la supériorité de ce traitement-là par rapport au reste des stratégies de réversion. Au milieu, c'est le cas de la péritonite. En fait, vous ne savez pas si ça va saigner ou pas. La péritonite, on est dans un syndrome septique qui est potentiellement pro-coagulant, pro-thrombotique. C'est une discussion avec le chirurgien pour savoir si à l'incision de la peau, vous avez un saignement ou pas, et si ce saignement il est attribuable à la présence d'un anticoagulant. Et là, à ce moment-là, on fait éventuellement soit des plus faibles doses de PPSB s'il s'agit de Xaban, soit de l'idarucizumab s'il s'agit du dabigatran. Et pour les autres cas, c'est ce dont on vient de discuter, c'est réaliser le geste sans délai si vous avez des concentrations faibles ou si vous considérez que la présence de l'anticoagulant n'est pas très importante pour aggraver le risque hémorragique. Donc reprenons ça pour résumer. Est-ce réellement urgent? S'il s'agit d'un hématome sous-dural, je vais réverser. S'il s'agit d'une péritonite, je vais voir si ça saigne. Et en fonction du saignement, on va discuter. S'il s'agit d'une fracture du col, on a vu, on l'opère rapidement, au-delà de la 24e heure, sous anesthésie générale. Ces stratégies-là sont relativement consensuelles. La situation que vous pouvez proposer est celle qui est décrite par donc le GIHP, mais aussi la Société européenne de cardio pour la réversion de ces anticoagulants. Donc pour rappel, là on est dans le cadre d'une chirurgie urgente. Ce que globalement on applique, ce sont les préconisations du GIHP pour la chirurgie programmée, qui sont résumées ici sur ce tableau et qui sont publiées dans le journal de l'ASFA. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions.